Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. À quelques heures de la rencontre avec le Premier ministre Jean Castex, les rencontres avec les quelques personnalités de l'État se réalisent avec nos élus calédoniens. Dans quel état d'esprit vont-ils aborder cette session de travail? Nous avons posé la question à quelques politiciens calédoniens. Et dans la politique également, nous allons aborder l'aspect juridique développé dans le document sur les conséquences du oui et du non avec notre invitée ce soir, Caroline Gravela, maître de conférence associée en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, suite de votre feuilleton consacré aux langues kanak, la disparition des langues n'est pas nouvelle, mais le phénomène s'accélère. C'est le constat de l'UNESCO en 2019. Le pays n'est pas épargné, vous le verrez à la tribu de Boyenne dans la commune de Vaud, où 2 langues sont en danger. Mais avant de développer ces titres, Calédonie Ensemble donnait une conférence de presse ce matin pour dénoncer le bilan à mi-mandat de l'exécutif de la province sud, renvoi du financement de l'aide médicale et de l'enseignement privé au gouvernement, insécurité ou encore usine du Sud. Les critiques sont acerbes. Le parti d'opposition dénonce une politique de creusement des inégalités, voire une première vision de la partition du pays. On écoute Philippe Michel, membre de Calédonie Ensemble. C'est d'abord une politique de creusement des inégalités, avec 5 milliards de crédits qui ont été supprimés pour la brousse, pour la jeunesse, pour le secteur associatif. C'est ensuite une politique du chacun pour soi, avec la menace d'arrêter l'aide médicale et le soutien financier à l'enseignement privé, ce qui menace de privation de couverture médicale et de scolarité 40 000 personnes en province sud parce que la Nouvelle-Calédonie n'a absolument pas les moyens de financer ses dépenses nouvelles. Et on dénonce aussi l'échec de la politique de lutte contre l'insécurité, puisque 2 ans après le changement de majorité à la province, on voit que les chiffres de la délinquance sont toujours aussi catastrophiques. Voilà des propos recueillis par Océane Dacunha. Du côté de Paris, à quelques heures de la rencontre avec le Premier ministre Jean Castex à Matignon, les rencontres avec les quelques personnalités de l'État se réalisent avec nos élus calédoniens. Alors, dans quel état d'esprit vont-ils aborder cette session de travail? Nous avons posé la question à quelques politiciens calédoniens. Écoutons tout d'abord Philippe Gomez, député de la seconde circonscription, suivi de Virginie Ruffnac pour l'Avenir en confiance. Je suis un peu inquiet quand même parce que vous connaissez Calédonie Ensemble, on est pour un référendum de rassemblement des Calédoniens, un référendum où on conjugue le oui et le non, un référendum où on conjugue la souveraineté et la République. Et on voit visiblement qu'à l'occasion de cette rencontre parisienne, la moitié des indépendantistes ne vient pas. La moitié qui vient, elle dit « je suis là pour écouter et rien faire d'autre ». Et puis les autres non-indépendantistes ont un projet qui, selon nous, est un projet de partition du pays qui va être difficile de conjuguer avec quelque chose. Donc ça peut être une étape préalable vers quelque chose qui, à l'avenir, sera plus positif et nous permettra d'aller de l'avant. Mais nous, on l'a dit, si jamais, à l'occasion de ces échanges, on ne sent pas que quelque chose de constructif se dessine, à partir de ce moment-là, il ne faut pas nous faire attendre jusqu'en septembre 2020.
Nous savons que le ministre de l'Outre-mer a été très mobilisé ces derniers temps sur ce dossier, mais nous n'avions pas eu de contact encore avec Matignon et le Premier ministre. C'est l'occasion. Nous allons lui dire aussi que nous voulons que les Calédoniens aient un horizon libéré. Ils ont voté par référendum à de très nombreuses reprises, ces 20-30 dernières années. Aujourd'hui, ces référendums déstabilisent d'une certaine façon la Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas opposent face à face nos populations. Et il convient de sortir du processus de l'accord de Nouméa le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la date de la dernière consultation de l'accord de Nouméa, si elle est organisée, soit organisée le plus tôt possible pour ne pas interférer notamment avec les enjeux de campagne présidentielle nationale. Voilà des propos recueillis par notre correspondant sur place, Duc Menango. Contacté, la délégation de l'Union calédonienne préfère avancer donc dans les échanges avec l'État avant de s'exprimer. La délégation a été reçue au ministère des Outre-mer. L'État, qui par la voix du cabinet du Premier ministre, rappelle que le dialogue avec l'UNI n'est pas rompu et qu'une rencontre en juillet a été sollicitée. Il ajoute aussi que dans le groupe de dialogue initié par l'ancien ministre, cette fois-ci, c'était les partisans de la France qui avaient quitté la table des discussions. Fin de citation. Et enfin, comme vous le voyez sur ces images, les élus de l'éveil océanien ont rencontré le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Patrice Tefort, qui succède à Laurent Prévost. Les échanges se sont portés sur la fin de l'accord de Nouméa et la troisième consultation. Et comme je vous le disais dans notre précédente édition, la feuille de route de cette rencontre avec le Premier ministre, c'est ce document de travail qui a fuité, un document évoquant les conséquences du oui et du non. Nous avons donc décidé ce soir de développer, comme on l'a fait hier, les éléments de ce support de 44 pages. Ce soir, on développe donc le sujet de la nationalité avec Caroline Gravela, maître de conférence, associée en droit public. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors avant d'aller plus loin sur ces questions, quel regard portez-vous sur ce qui a été développé dans ce document ? Bien, par ce document, l'État liste de manière très administrative, froide, l'ensemble des missions et des fonctions qu'il exerce en Nouvelle-Calédonie, les financements qu'il y consacre, qui devront donc être assumés par le nouvel État en cas d'accession à l'indépendance. Alors, je partage complètement l'analyse qu'en a faite hier sur votre plateau mon collègue Samuel Gorouna. Ça n'a rien de spécialement nouveau. C'est sûrement beaucoup plus développé que ce qu'on a vu jusqu'ici. Et c'est peut-être sans doute ce qui peut inquiéter les Calédoniens qui n'avaient pas forcément vu tous les aspects donc des compétences exercées par l'État et qui devront être assumées par une Nouvelle-Calédonie indépendante. Alors, vous le dites ce soir, comme hier, Samuel Gorouna, rien de nouveau donc dans ce document. Pourtant, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a déclaré à l'Assemblée nationale cette nuit, pour nous, que c'est un document inédit. On l'écoute. Cela fait 20 ans que l'on travaille à quelles questions il fallait poser. Ça fait 20 ans que l'on travaille à qui il fallait la poser, la fameuse question du corps électoral. Ça fait 20 ans que l'on pose la question de quand est-ce qu'il fallait la poser. Et assez curieusement, parce que bien évidemment c'est le plus délicat à bien des égards, jamais un travail sur la réponse du oui ou la réponse du non. Que veut dire ce oui, que veut dire ce non? Ce travail n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et donc c'est chose faite avec la production d'un document inédit sous l'autorité du Premier ministre. L'ensemble des ministères se sont prononcés, ont donné ces implications du oui ou du non avec des applications qui s'imposeront aux différentes parties, des implications qui en revanche seront à négocier, qui feront l'objet d'une discussion politique avec l'ensemble des acteurs calédoniens. Ils ont été invités, ils sont présents à Paris pendant plus de 10 jours et je sais qu'un certain nombre de parlementaires auront à cœur justement de les rencontrer. Alors, Caroline Gravela, une réaction ? Alors, c'est effectivement ce qui est, je pense, nouveau. Ce qui veut dire, c'est que c'est l'exhaustivité du document. Il est très très long et c'est vrai que l'ensemble des missions de l'État sont décortiquées et les financements consacrés à chaque mission. C'est vraiment très 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 exhaustif. Et puis l'autre aspect qui à ma connaissance n'avait jamais été
avait jamais eu lieu, c'est d'amener les Calédoniens, enfin en tout cas d'essayer d'amener les responsables politiques calédoniens dans la discussion de l'après. Parce que tout le monde le sait que l'État, que la France, lors des accessions à l'indépendance, donc des anciens territoires français, a mis en place des accords de coopération pour accompagner, dans une certaine mesure et pour une certaine durée, l'État, le nouvel État, dans l'exercice donc de ses compétences nouvelles. Donc l'État là essaye d'amener les responsables politiques calédoniens dans cette discussion-là. Alors, nous allons développer quelques paragraphes de ce document. En cas de oui, on y explique les conséquences juridiques, notamment l'adhésion à l'ONU. Que doivent comprendre les Calédoniens dans ce paragraphe ? Alors, sur l'adhésion à l'ONU, si mes souvenirs sont bons, ils demandent aux Calédoniens leur souhait. Est-ce que le nouvel État indépendant souhaitera devenir membre de l'ONU, ce qu'il pourra faire sans aucun doute. L'indépendance, à partir du moment où un État est indépendant, il peut devenir membre de l'ONU, mais il faut que l'Assemblée générale de l'ONU se prononce favorablement et qu'il n'y ait pas d'opposition du Conseil de sécurité. Et concernant la citoyenneté européenne, que doivent comprendre les Calédoniens dans ce paragraphe également ? Pourquoi l'expliquer ? Parce que certains Calédoniens pourront le lire d'une manière ou d'une autre. Mais pour expliquer aux Calédoniens, que doivent comprendre justement sur ce paragraphe la citoyenneté européenne ? Alors, la citoyenneté européenne, elle est conditionnée à la nationalité française. C'est parce qu'on a la nationalité française qu'on est citoyen européen. Et la citoyenneté européenne, la plus importante conséquence, c'est, à mon avis, la liberté de circulation dans l'espace Schengen, d'établissement, de circulation. Donc, ce que dit le document, c'est que, bien entendu, en cas d'accession à l'indépendance et donc nécessairement de création d'une nationalité calédonienne, les Calédoniens, les personnes qui auront la nationalité du nouvel État, ne seront plus citoyens de l'Union européenne et donc n'auront plus cette liberté de circulation au sein de l'espace Schengen. Alors, la question également de la nationalité, puisqu'on parle de la nationalité, plutôt de la citoyenneté européenne, la question de la nationalité a également été développée. On y évoque dans un paragraphe les ressortissants français, ceux qui n'auraient pas acquis parallèlement la nationalité du nouvel État, un texte qui pourrait susciter des doubles ou des triples lectures. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce paragraphe ? Déjà, la règle absolue, qui est une règle de droit international et qui figure aussi dans le Code civil, c'est que l'apatridie est interdite. Donc, de toute façon, les Calédoniens qui n'auraient pas la nationalité du nouvel État ne perdraient pas la nationalité française. Donc ça ne pose pas de difficulté. Ce qui est plus difficile à déterminer, c'est que se passe-t-il pour ceux qui acquièrent la nationalité du nouvel État ? Donc on sait qu'aujourd'hui, dans l'accord de Nouméa, il est prévu que la citoyenneté se transforme en nationalité. Donc les citoyens calédoniens ont vocation à devenir les nationaux du nouvel État. Mais ce sera au nouvel État de le déterminer quand même. Et à partir de là... La question que pose l'État, c'est, déjà, il pose les règles du Code civil aujourd'hui, qui sont celles qui ont été appliquées en Afrique lors de la décolonisation de l'Afrique. Les originaires de métropole, de France métropolitaine et des Outre-mer ont conservé leur nationalité française et les autres l'ont perdue. Et à partir de là, donc ça c'est ce qui s'est passé en Afrique. Il y a d'autres règles pour l'Algérie. Là, en Algérie, les personnes de droit commun ont conservé la nationalité française et les personnes de statut coutumier l'ont perdue. Donc la question qui se pose pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quelles règles devra-t-on appliquer ? Et ce que dit l'État, c'est que ça doit faire l'objet d'une discussion. Et il entrevoit une possibilité de double nationalité, mais la double nationalité en droit international, il faut comprendre que c'est une anomalie. Si vous prenez n'importe quel ouvrage de droit international ou des débats à l'ONU sur le sujet, c'est une anomalie. Mais la France reconnaît quand même la double nationalité. Donc là, il s'agit de savoir dans quelles conditions ou quelle catégorie de personnes pourraient conserver la nationalité française tout en ayant acquis la nationalité du nouvel État.
Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. En cas de non à l'indépendance des documents sont également dans ce document, les choses sont aussi développées. Quelles sont les pistes des discussions que pourront justement approfondir nos élus calédoniens en métropole? Je pense que le sujet majeur, principal des discussions sur le non, c'est le corps électoral. Que devient le corps électoral restreint? Et l'État explique que dans les conditions juridiques actuelles, il ne peut pas rester aussi fermé. Donc, il ne dit pas qu'il va falloir complètement ouvrir le corps électoral. Hein. Il dit simplement qu'il faudra discuter sur les conditions donc, de constitution de ce corps électoral, le corps électoral provincial. Hein. C'est bien de celui-là dont il s'agit. Donc, je pense que c'est la principale discussion. Et ensuite, le reste, c'est les nouvelles institutions. Qu'est-ce qu'on souhaite comme nouvelles institutions ou conserver les institutions actuelles. Hein. Ça pourra être le débat à Paris. Caroline Gravela, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Dans un tout autre registre, nous rendons à Lifou valoriser les produits locaux, recyclage de l'huile de friture, réaliser des composts ou terminer de fabriquer un laboratoire, à terme plutôt fabriquer un laboratoire de produits bien de chez nous. C'est dans cette optique que Nawish, originaire de Lifou, construit son projet avec son magasin actuel. Et pour développer ce genre de projet, Christophe Gigès, membre du gouvernement, notamment en charge du secteur de l'économie, s'est déplacé aujourd'hui à Lifou à la rencontre des acteurs publics et privés locaux. Nous sommes allés à la rencontre de Nawish Petcheissi, co-gérant avec sa femme du snack Makanou pour leur projet. Un reportage de Faustine Lefranc. L'apparente simplicité d'un snack peut révéler une dynamique bien huilée d'économie circulaire. C'est en 2016 que Nawish Petcheissi et sa femme ont pris la gérance du snack Makanou. Aujourd'hui, le snack s'est agrandi et emploie 9 salariés. Et Makanou privilégie les produits des petits producteurs locaux. Des salades de poisson, il y a des crevettes. Souvent, fois aussi, on a du sashimi, voilà. On a aussi des gâteaux qui sont là, faits par des mamans. L'économie circulaire, je reprendrai l'idée des produits locaux parce que en fait, quand on va acheter derrière, on achète les produits du producteur. Hein. Il circule dans oui. Mais à la fin de la journée, à 11h, il revient manger son produit qu'il a vendu aujourd'hui, mais qu'il a cultivé. Tout ce qui est légumes frais passe devant tout de suite. L'entreprise recycle son compost végétal et son huile de friture. Environ 100 kg d'huile sont récupérés chaque mois par EEC pour participer à l'alimentation de sa centrale thermique. Un projet de laboratoire de transformation des produits est en cours de construction. On a fait des demandes d'aide, mais bon, voilà, il n'y a pas de réponse. Donc souvent, on n'essaie pas de se positionner sur ça, parce qu'après, des fois, ça démotive. Donc on continue à faire notre travail, tout en améliorant aussi, tout en se disant, si l'aide vient, c'est un plus. Le couple souhaite également ouvrir une épicerie pour mettre en valeur le travail des artisans et producteurs locaux. En Nouvelle-Calédonie, seuls 40% des entreprises connectées à Internet font appel au numérique pour promouvoir, communiquer, rendre visible leur activité. Un taux qui reste faible comparé à d'autres pays. À l'heure où la transition numérique est en marche pour accompagner les entreprises dans cette transformation digitale, la CCI a décidé de déployer un dispositif d'accompagnement dénommé CAP Digital, Cap Digital. Les détails avec Audrey Pouidi. Lors d'une enquête réalisée par la CCI fin 2020, 50% des entreprises répondantes considéraient n'avoir aucune démarche de transformation numérique de prévue ou ne savaient pas en quoi cela consistait. Manque de temps, manque de moyens ou encore méconnaissance ont été les motifs avancés. À travers son dispositif Cap Digital, la CCI espère inciter les petites et moyennes entreprises à prendre le virage du numérique. L'offre numérique en Nouvelle-Calédonie, elle évolue rapidement. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui fait qu'on est obligé de se poser la question de l'efficience de l'entreprise, de ses coûts, de ses charges, pour pouvoir perdurer. Donc le numérique est un outil et un support qui permet de pouvoir optimiser l'organisation de l'entreprise, donc ses charges et son organisation, quoi. Pour parvenir à inciter les entreprises, ce dispositif gratuit comprend 3 leviers. La sensibilisation,
des ateliers et un accompagnement personnalisé avec un conseiller de la CCI. Le premier atelier est prévu pour la semaine prochaine. Santé, cette fois-ci, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, c'est ce vendredi 28 mai. Une occasion pour nous ce soir d'aborder la question de la précarité menstruelle en Nouvelle-Calédonie. Nathalie Maléco est notre invitée ce soir pour en parler. Elle préside une association qui s'appelle Mouvement de prise de conscience de la femme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette association ? Alors, l'association Mouvement Prise de Conscience de la Femme, elle a été créée en février 2020. Et du coup, en fait, elle prône comme objectif de promouvoir l'égalité des sexes, de promouvoir une culture de paix et de non-violence et de valoriser les femmes dans tous les domaines. Alors, pourquoi cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle ? C'est quoi l'enjeu ? Alors, c'est quoi l'enjeu ? C'est qu'en fait, on est plus de 500 millions de femmes dans le monde à vivre la précarité menstruelle. Et du coup, la précarité menstruelle, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir être protégée quand on a nos règles. Nous, les filles, dès que notre cycle menstruel il agit, et ben hop, on peut pas se protéger. C'est ça la précarité menstruelle. C'est qu'on veut lutter, en fait, par rapport à tout ça, sur le fait qu'une femme, elle doit pouvoir se protéger. Est-ce qu'en Calédonie, le sujet est tabou ou les discussions peuvent se développer autour de ça ? Alors oui, le sujet reste tabou, mais en tout cas, moi, de par mon métier en tant qu'agent de prévention en santé sexuelle, j'ai pu voir que si on mettait la place à la parole justement sur le cycle menstruel, sur les règles, les affaires et tout, on pouvait parler de tout ça et parler de nos soucis par rapport aux règles. Alors, quand on parle de précarité, c'est quoi exactement la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle, c'est ne pas pouvoir se protéger quand on a nos règles. C'est être, par exemple, on va au travail, on a les règles qui arrivent comme ça en pleine journée. Ok, il faut aller encore en racheter. Et s'il n'y a pas les moyens derrière, les sous qui sont là, on ne pourra pas en acheter. Et donc, du coup, pour vous, le coût, il est trop élevé en Nouvelle-Calédonie ? Bien sûr. Et dans le monde entier. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, personnellement, moi, j'ai fait le calcul. Depuis mes 11 ans jusqu'à 45-50 ans au niveau de la ménopause, on a nos règles, en fait, 500 fois dans la vie. Du coup, quand j'ai fait le calcul, moi, je suis arrivée à 350 000 francs à payer pour des protections hygiéniques. Et vous avez beaucoup de témoignages de jeunes filles qui n'arrivent pas justement à se procurer des serviettes hygiéniques. Comment elles font ? Justement, c'est ce qui nous a poussé en fait à faire le projet, c'est que tout autour de nous, on a nos mamans, nos grand-mères, des jeunes filles qui ne peuvent pas avoir de serviettes hygiéniques jetables et qui du coup utilisent d'autres méthodes de protection comme le papier hygiénique, les journaux. Enfin, c'est vraiment des choses que c'est plus acceptable en 2021. Est-ce qu'on a le nombre de femmes concernées par cette précarité menstruelle en Nouvelle-Calédonie ? Pas du tout. On n'a pas encore d'études par rapport à ça et c'est très important de le faire du coup. Et nous, en fait, on s'est vraiment basé sur le quotidien des femmes autour de nous de l'association, justement parce que malgré qu'il n'y a pas de chiffres, le constat, il est là. Alors justement, quelles sont les solutions pour pallier au manque d'argent pour se protéger ? Déjà que les protections hygiéniques, elles deviennent gratuites. Parce que c'est pas normal pour une femme en 2021 de devoir encore payer des serviettes hygiéniques, alors que les règles, c'est quelque chose qui est normal, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui arrive chez la femme à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, 39 ans de leur vie quand même. Vu que c'est quelque chose de normal, pourquoi payer pour ça ? Justement, est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec des élus, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, de nos autorités ? Pas du tout. J'en ai pas encore eu, mais par contre, je les interpelle maintenant ce soir. Allez-y, faites que les serviettes soient gratuites pour ces jeunes filles au moins. Parce que on est dans une situation là où, en fait, ça date qu'il y a cette précarité menstruelle et qu'en fin de compte, on arrive à se dire en fait qu'on en a besoin. On en a besoin et on veut plus que nos jeunes filles elles utilisent d'autres méthodes de protection qui sont pas très bien, dans le genre le papier hygiénique et tout ça, c'est des choses que ça irrite, ça peut infecter
Et en plus, une fille, elle peut aussi, avec une serviette jetable, si elle n'en a pas beaucoup pour économiser, elle va la garder toute une journée. Ça peut créer aussi des infections, des irritations. Enfin, vraiment, c'est plus quelque chose d'acceptable. Donc les risques de santé pour les jeunes filles. Donc merci Nathalie Maleko d'avoir accepté notre invitation ce soir. De rien, merci à vous. On espère que le message est passé. Suite ce soir de votre feuilleton consacré aux langues kanak. La disparition de langues n'est pas nouvelle, mais le phénomène s'accélère. Plus de la moitié de celles actuellement parlées dans le monde devraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. C'est ce constat alarmant qui a conduit l'UNESCO à décréter en 2019 l'année internationale des langues autochtones. Et vous verrez ce soir au pays que certaines tribus ne sont pas épargnées, ou certains endroits. Nous sommes allés à la rencontre, plutôt à la tribu de Boyenne, dans la commune de Vaud, où 2 langues sont en danger. Un reportage d'Aurélie Chiron. Oui, mais en Poiméiac et en Poiméinaka, c'est le même. Kouvouk. Cela paraît anodin, mais Adèle en bleu et Rosina en vert partagent leur savoir linguistique avec les agents de l'Académie des langues kanak. Elles sont originaires de Vaud, où plusieurs langues peinent à survivre. Durant un après-midi, elles vont égrener des mots du quotidien qui seront archivés et valorisés. Quand on est à l'école avec mes collègues, c'est des femmes de Tieta, ils parlent leur langue et moi je réponds dans ma langue. Ça fait ce qui est bien, c'est qu'on se comprenne dans les 2 langues, quoi. Et ici à Temala, c'est le point mais que je comprends, mais pas le néming ou le point. Dans la région de Vaud-Koné, 8 langues cohabitent pour environ 1400 locuteurs. Adèle parle le boito, pratiqué dans la tribu de Oudjo. Ce dialecte compte très peu de locuteurs. J'ai 2 enfants que je parle à la langue, et le jour où ils sont rentrés à la maternelle, et ils sont ressortis à parler en français. Et je parle toujours la langue, ils me répondent en français. À la tribu de Boyenne, les habitants parlent 3 dialectes. Le poipoin est considéré comme dominant, mais est menacé de disparaître. Rosina est l'une des rares personnes à toutes les maîtriser. Et c'est très triste parce que, par exemple, de ma génération, on rentrait à l'école, on apprenait le français à l'école, on sortait, on pouvait discuter entre nous en langue. Maintenant, les enfants qui rentrent à l'école, ils parlent en français du matin au soir, 24 heures sur 24, il n'y a plus de... Ils ne savent même pas tenir une phrase en langue, quoi. Rosina est émue, sentiment d'impuissance face à ce patrimoine fragile. Le pays abrite 28 langues kanak, 11 dialectes et un créole pour un chiffre global de seulement 75 411 locuteurs. Selon le recensement de 2014, une dizaine de langues kanak seraient menacées d'extinction. Parmi elles, le siche, parlé à Moindou, où seulement une vingtaine de personnes la pratiquent, ou encore le wamwang avec une seule locutrice à Vaud. L'autre menace aussi, c'est l'urbanisation qui s'implante dans nos tribus, qui apporte plus de population, plus de langues, plus de culture, et on va privilégier le français pour se communiquer entre nous et oublier nos langues. Certaines langues kanak sont aussi en position de domination et sont en bonne santé. Exemple, le djéou avec plus de 15 000 locuteurs, contrairement au vamalé parlé par 182 personnes à Touo. Malgré ces constats, grâce aux institutions, le patrimoine linguistique kanak est depuis 20 ans inventorié. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, dans votre épisode, nous irons donc à la rencontre de l'association Tapéné, l'association donc qui a pour objectif de sauvegarder les langues et aussi les plantes médicinales de l'île de Marie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, vous avez rendez-vous avec Doriane Eteroy pour le JT en Négoné. Belle soirée en notre compagnie.